l'attractivité se fait par des salaires relevés de façon substantielle, ou les étudiants accepteront d'avoir peut-être le même salaire équivalent, mais de travailler uniquement 5 jours par mois ou un mois sur deux, etc. Bonjour Monsieur Lignesca. Bonjour, je suis heureux et enchanté de recevoir le journal du pharmacien. C'est un Merci. plaisir. Merci moi aussi. Donc vous êtes le doyen de la fac de Dijon. Oui, depuis le 1er septembre 2021, donc j'ai pris la succession du professeur Christine Marie, qui partait en retraite, et donc à suite, j'ai l'honneur de conduire cette circonscription, parce qu'on a un UFR de santé, sciences de santé, donc mixte, avec donc une circonscription pharmacie, maïeutique, odontologie maintenant, et donc tout ce qui est rééducation. Donc voilà, donc c'est un UFR, puis on a les filières aussi infirmières, et puis maintenant le DOST de préparateur en officine, qui font partie maintenant de cet UFR de sciences de santé. Et donc je représente le département pharmacie depuis 2021. D'accord. Alors du coup, je sais que vous n'êtes pas pharmacien. Est-ce que vous Non. pouvez vous présenter? Alors donc je suis professeur en biophysique. En fait, je fais un doctorat de physique à l'université de Dijon, en Bourgogne. Je suis allé faire un post-doctorat aux États-Unis. Et puis j'ai eu l'opportunité de postuler sur un poste de maître de conférence, donc en biophysique, sachant qu'au niveau de ma recherche, elle est orientée dans les nanosciences, et donc j'ai une grosse partie qui concerne l'aspect études physiques de cellules, d'édifices, de biomolécules, etc., de films lipidiques, etc. Et donc, en fait, cette opportunité m'a été donnée de rejoindre une équipe de biophysique qui était en médecine à cette époque-là. D'accord. Ok. Et je sais que vous avez participé à l'invention d'un microscope électronique. Oui, alors c'était non, l'invention. C'est-à-dire qu'on a profité du prix Nobel de Gargnich, qui a inventé le premier microscope à effet tunnel, qui était basé sur les électrons et qui était le premier microscope qui permettait de visualiser les atomes d'une surface avec une pointe. Et nous, à Dijon, on a développé donc des microscopes qui utilisaient les photons, la lumière, et puis on a breveté, et après à mon recrutement, on est arrivé les premiers appareils commerciaux, et donc à partir de là, j'ai développé toute une thématique sur la microscopie à force atomique, et puis développé des modules qui permettent de faire d'autres choses. Mais la microscopie à force atomique, c'est l'analogue du tourne-disque vinyle, c'est-à-dire que vous avez un grand levier qui est réduit à l'échelle de quelques microns, et puis vous avez une pointe, qui n'est pas une pointe en diamant synthétique, c'est une pointe cristalline, et en fait on va suivre la topographie en 3 dimensions de tout échantillon, qui peut être biologique, métaux, poudre pharmaceutique. Et donc on peut travailler dans l'air, en pression, on peut travailler en solution, et donc j'ai développé cette thématique depuis 1991. Et puis je suis retourné, une fois que j'étais promu professeur, je me suis dit je peux retourner à ce que j'aime faire, c'est développer des instruments. Et donc on a développé des parties qui intègrent l'acoustique au champ vocal, c'est-à-dire qu'on fait de l'échographie à l'échelle nanométrique. Je développe aussi une partie intégration infrarouge. Donc l'infrarouge, ça permet une captation chimique. C'est bien de voir les choses à l'échelle nanométrique, mais quand vous voulez voir des contaminants sur par exemple des excipients comme le lactose, c'est intéressant d'avoir la composition chimique de ce que vous voyez, pas qu'une surface en 3D, mais aussi avoir une composition chimique. Et donc tout un système de spectroscopie qui ont été développés avec ceci. Et ça permet d'avoir une approche avec le monde pharmaceutique industriel, et puis d'avoir une recherche aussi qui me permet d'accueillir des étudiants de pharmacie en stage d'initiation recherche, et je les fais travailler généralement sur des problématiques qui peuvent être, comme l'année dernière, par exemple, l'utilisation de lotions sur des cheveux, ça peut être l'enrobage, l'encapsulation, etc. Donc
avec des liposomes ou d'autres choses. Et donc, on peut caractériser ces objets et voir sur un cheveu qu'est-ce qui se passe au niveau changement des propriétés mécaniques, adhésion, etc. D'accord, donc si je comprends bien, vous avez mis la physique un peu au service de la pharmacie. Oui, alors Mm. c'est toujours. Moi, j'ai toujours eu j'ai toujours voulu prendre des étudiants qui étaient d'autres disciplines que la physique. Mm. J'ai toujours voulu avoir des étudiants de pharmacie, des étudiants qui avaient un cursus biologie ou biochimie ou physico-chimie, adapté à la thématique que j'allais développer. Alors, sachant que j'ai souvent changé beaucoup de thématiques de recherche. C'est-à-dire que je crée les instruments et je vois que généralement ce que je peux appliquer en biologie, je peux l'appliquer en chimie, je peux l'appliquer en pharmacie, etc. Donc suivant les contrats ou suivant les opportunités ou les collaborations, j'adapte, j'adopte un comportement plus disciplinaire. Je pense que c'est l'avenir, la pluridisciplinarité. C'est très développé à l'étranger. Peu en France, où malheureusement les gens sont cantonnés dans des disciplines. Et j'essaye, de montrer aux étudiants, par les yeux et tout ça, qu'il faut s'ouvrir, qu'en fait, il n'y a pas d'idée absurde et que toute idée, qu'elle vienne de quelqu'un qui a fait un cursus pharmacie ou qui a fait un cursus mathématique, peut être aussi intéressant et avoir des idées qui font avancer la recherche. D'accord. Et du coup, vous avez travaillé dans l'industrie pharma ou pas du tout? Alors, j'ai travaillé pour GSK, le SmithKline, pour Pfizer, pour les sociétés comme Urgo, qui sont dijonnaises, alors qui peuvent être des problématiques souvent qui étaient en fait de l'interaction des excipients avec des drogues. Et donc voir comment, par exemple, on a travaillé sur des brevets, etc. avec GSK, comment voir comment ces poudres nanométriques vont enrober l'excipient qui est, lui, de taille micrométrique. Et donc, ce microscope, comme il mesure les forces interatomiques, en fait, on a mis au point un système pour développer les forces entre particules. Donc, on peut voir qu'est-ce qui va changer les forces interparticulières, en particulier l'interaction avec l'humidité relative, etc., la température, tous les effets qui vont se faire. Et ça, c'est... donc, on travaille pour des industries. Je n'ai pas travaillé personnellement, je n'ai jamais été embauché, mais j'ai toujours travaillé pour des industries pharmaceutiques. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a amené justement à devenir doyen d'une fac de pharmacie? Alors, déjà, on m'avait sollicité il y a longtemps. J'avais dit, pas avant ma retraite. Ne venez pas. Et donc, je suis à 6 ans de la retraite. Et je pense qu'à 6 ans de la retraite, bien que je fais toujours 2 jours d'expérience sur Paillasse, sur instrument par semaine, je pense que c'est normal que les plus anciens qui sont arrivés au sommet de leur carrière prennent l'initiative de porter des projets et d'aller aussi au niveau du ministère porter des idées. On n'a plus rien à craindre et je pense que notre liberté de parole peut faire avancer les choses. Oui, c'est vrai. Et puis vous avez énormément à transmettre aux jeunes générations. Je trouve que ça manque peut-être un petit peu, ça, justement, cette transmission. Alors la transmission, j'ai la chance d'avoir un bon relationnel avec les étudiants. Aussi, je dirais, moi, ce que je m'aperçois, c'est que les enseignants qui sont largement impliqués, que ce soit les bi-appartenants à l'hôpital, à la recherche, les gens sont relativement, je dirais, souples dans la manière de noter, dans l'évaluation, et aussi savent faire connaître leur discipline, aimer leur discipline. Et malheureusement, quand les enseignants, je dirais, sont uniquement focalisés sur leur enseignement, il n'y a pas forcément des fois, je pense, cette ouverture d'esprit et cette idée de partage et en fait, moi, je considère que les étudiants, une fois qu'ils ont réussi à passer en deuxième année, pour moi, la pédagogie devrait être complètement différente, devrait travailler sur projet. Donc on travaille sur les compétences, on essaye d'amener tous nos enseignants à travailler sur le projet de compétences, et d'acquis par compétences. Je pense que c'est quelque chose, voilà, en tant que doyen, que je peux mener parce que moi, je ne protège pas ma discipline, je ne protège pas mes notes, etc. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'université de Dijon? Combien il y a d'étudiants? Un peu la répartition par filière? Alors l'université de Dijon, c'est
donc c'est déjà l'Université de Bourgogne, parce que l'Université de Bourgogne, c'est plusieurs sites. Il y a un site à Auxerre, il y a un site à Nevers, il y a un site à Châlons, il y a un site à Mâcon, un plus petit site, et le site principal qui est sur un même campus quasiment unifié, où vous trouvez. Et donc, c'est 35 000 étudiants. C'est au classement de Shanghai, elle est 18e université de France cette année. Le conseil d'administration a voté la semaine dernière en fait l'arrêt du projet de communauté d'université avec Besançon. En fait, il y avait un projet ici porté par mon directeur de laboratoire de recherche, CNRS, professeur Alain Dereux. Ce projet prévoyait la fusion des universités, et la fusion des universités n'était pas visiblement quelque chose qui était souhaité par nos responsables de chacune des universités. Et donc le conseil d'administration de l'université de Bourgogne a décidé, comme il ne peut pas y avoir de système bicéphale, ça n'existe pas, en droit juridique, il ne peut pas y avoir deux présidents d'université, deux. Donc en fait on repart sur un projet où l'université de Bourgogne va créer, comme les autres communes ont fait, qui ont périclité, un projet fédératif de recherche et d'enseignement FRE. Donc une collaboration entre les facs. Mais qui existe. En fait, il n'y a aucun souci au niveau collaboration. J'ai deux thèses co-dirigées avec des collègues de l'Université de Franche-Comté. D'accord, ok. Vous accueillez aussi le DEUST, là, le tout nouveau programme pour les préparateurs? Oui, alors ça, c'est un projet que j'ai mené dès septembre, donc qui s'est passé, en fait, on a passé beaucoup d'étapes parce qu'on était en retard. Et donc, on ouvre, ça a commencé, ça a ouvert en septembre et je suis fier d'accueillir donc, ces préparateurs en officine. Je pense que c'est une bonne chose parce que il y aura une unification des diplômes, donc ils auront un bac plus 2 et normalement, ça doit amener à une licence pro. Et je pense que au regard des résultats qu'on a avec les passerelles, on s'aperçoit que dans beaucoup d'universités, quand je discute avec Paris Descartes, etc., que les passerelles avec des préparateurs en pharmacie, mais qui ont quand même une expérience professionnelle, c'est souvent un taux de réussite relativement intéressant. Donc ça, pour nous, c'est une bonne expérience et ça permet aussi d'avoir un échange avec ces préparateurs que nous, universités, ignorons. On prenait, mais voilà. D'accord, ouais, c'est un très beau projet et je pense que c'est une bonne chose, l'arrivée de ça va amener, je pense, beaucoup de possibilités pour les préparateurs et une meilleure reconnaissance, j'espère en tout cas. Nous, on espère une meilleure reconnaissance parce que normalement, de toute façon, s'ils vont à bac plus 3, normalement, c'est pour eux des meilleures rémunérations, ce qu'on peut espérer normalement, ce qui est logique. Je pense que pour les préparateurs aussi, comme il y a leur enseignement a changé, et que le niveau maintenant c'est que des bacheliers, aussi ça change beaucoup de choses, parce qu'il n'y a plus que des bacheliers, donc ça permet aussi une voie qui par rapport au système PASSLAS va permettre aussi à certains de pouvoir rentrer dans des études de pharmacie, ce qu'on voit à long terme, dans 2-3 ans. D'accord. Et pour revenir un peu aux pharmaciens, combien vous avez d'étudiants par promo à peu près et en tout? Alors, par promo, si on compte les redoublants, on est à peu près à 102, 106 étudiants par promotion, sachant qu'on a un taux de redoublants qui, je trouve, trop important. Surtout en deuxième année, j'imagine. En deuxième année, aussi en troisième année, on les accueille individuellement ou par promo. Par exemple, en troisième année, je vais les accueillir individuellement pour les motiver. Parce que c'est vrai que je comprends tout à fait qu'un étudiant va redoubler pour une ou deux matières, c'est très difficile. Alors, nous, on leur propose des stages d'initiation à la recherche. Je leur dis, voilà, soit vous travaillez déjà dans une officine, soit vous dites, voilà, je veux faire quelque chose au niveau recherche, et mes collègues et moi-même accueillons ces étudiants en leur disant la possibilité de faire 1 ou 2 jours par semaine, ou une journée par semaine, à leur gré, sans sacrifier leurs études, mais qui permettent de voir aussi, de les motiver. Il faut que les étudiants restent à l'université. Et ça, c'est quelque chose que j'essaye dans les entretiens
à les motiver. Oui, sinon ça peut vite faire des décrochages. Moi, j'en ai vu Autrement, dans c'est mon des parcours, décrochages. ouais. J'en ai vu dans mon parcours, ils sont encore en 5e, 6e année, ils ont 28 ans et ils n'arrivent plus à raccrocher le wagon, quoi. Non, parce qu'il y a un âge pour tout. Je dirais, Mm, euh, à mon époque, il y avait l'armée obligatoire. Quand j'ai eu la césure de l'armée, c'était très dur de reprendre. Et mm. j'imagine que l'âge fait que c'est très difficile de faire cet apprentissage. Surtout quand on travaille à côté, parce que pour la plupart, justement, ils travaillent en Voilà. officine, donc c'est compliqué de revenir après. Alors, euh, nous, il y a 2 points noirs cette année que c'est un commentaire d'ordonnance, puisqu'en fait, ils ne sont pas capables de valider cette capacité professionnelle. Mais sur Dijon, ils travaillent en officine, parce que je sais que, par exemple, à Lyon et en région parisienne, on travaille tous en officine dès la 2e, 3e année. Pour beaucoup, même si on n'est pas en filière officine, ni destiné à la filière off. Pas majoritairement. Ah, et c'est pour ça. Et Ça ça, doit être plus compliqué ici, je pense. alors, c'est plus compliqué parce qu'en fait, il y a l'obligation de suivre les ED, l'obligation de suivre les TP, et s'ils ont une absence en TP, c'est 0. Oui, Donc je dirais, oui, d'accord. moi je dirais que je suis pas favorable à ce type de sanction, mais bon, ça a été écrit dans les textes, parce qu'il y a eu des abus, et peut-être qu'à Paris, peut-être que je me renseigne, peut-être qu'ils sont plus Oh, c'est de laxistes. plus en plus. Bah, ça a été, il fut un temps, c'était assez laxiste, mais justement, à partir de la 4e année, nous, on avait même l'obligation d'être en cours magistraux. Donc, ça se tend à se rigidifier, si je puis dire, mais après, on y reste les samedis et les étés, quoi. Alors, Mais bon, c'est un investissement. oui, alors je pense que le milieu socio-professionnel des parents est peut-être différent en région parisienne. Je dirais, visiblement, on a beaucoup moins. Alors, parce qu'en fait, moi, je regarde des fois leur CV, je m'aperçois que c'est pas la majorité. Et Comment ça, c'est pas la majorité? qui vont faire travailler en officine. Ah oui. Et donc, ça, c'est. Moi, pour des professionnels, c'est important. Parce qu'il faut Bah oui, bien c'est voir qu'en important. médecine, si on regarde. Parce que comme on a une unité mixte, je regarde ce qui se passe en médecine. Ils ont un apprentissage tous les après-midi. Bah oui, mais oui. Et moi, je voudrais que ça soit Le cas, ouais. soit le cas. Mm. Et je pense aussi, et je suis intervenu au niveau des professionnels pour leur dire, faites attention, il faut que les stages en 2e année soient des stages qui leur permettent d'avoir une vision Mm. du métier de pharmacien en officine. Mm. Il ne faut pas qu'ils soient uniquement en back-office pour Complètement. uniquement Complètement. trier, placer des boîtes. Et malheureusement, ouais, ça se passe comme ça, surtout en 2e année. Après, en 2e année, voilà, on dit qu'il faut la 2e année validée pour pouvoir être au comptoir. Donc, Je suis tout à fait d'accord avec vous et je pense, on s'aperçoit que dans leur rapport de stage, parce que donc, même si je suis physicien, j'aime bien faire les soutenances de stage, et je m'aperçois qu'ils se découvrent, on redécouvre des étudiants motivés, mais après, voilà, je dirais quand on discute après avec eux en aparté, c'est pas été oui, entre le rapport ouais. qui est très bien et la réalité, il y a une différence. Et Bah, ça, c'est. ouais, moi je pense que, bon, c'est peut-être difficile, mais je pense que tout le monde n'est pas fait pour être maître de stage. Et je pense que quand on y va, il faut y aller vraiment et avec la volonté de transmettre, quoi. Et pas de ranger l'étudiant derrière bah ouais, en back-office. Alors, je dirais peut-être un chiffre faux, mais le pourcentage de maîtres de stage par rapport, ça doit être 20-25%. Ah oui, c'est déjà peu. Ouais, c'est C'est pas. déjà peu. Ouais, Déjà peu de maîtres de stage font l'effort, soit ouais. de renouveler Mm. leur certification. Donc voilà, Ouais, donc compliqué. donc c'est compliqué. C'est compliqué pour les étudiants. Et pour les étudiants, l'emploi du temps ne leur permet malheureusement pas forcément de travailler extérieur. Ce qui était, à une époque, quand j'ai débuté, était bien plus le cas. Où en fait on avait des TP qui étaient toujours la même journée. En fait c'était le jeudi vendredi où c'était Mm. commencé et donc ce jeudi vendredi ils savaient qu'ils ne pouvaient pas travailler, mais sur les cours c'était toujours le lundi mardi et il n'y avait pas ce souci. Alors ça vient aussi qu'on a augmenté le nombre d'étudiants, que la capacité d'offrir des salles de TP n'est pas
suspensive. Donc, en fait, on se retrouve avec un emploi du temps contraint qui fait qu'en fait, c'est très difficile pour eux de libérer des matinées ou des après-midi. Et quelle est la répartition des choix? C'est en quatrième année, du coup, qui font le choix de filière? Oui, alors, je dirais, on avait jusqu'à... Alors, on a limité volontairement, il y avait un attrait pour l'industrie. On a limité le nombre de places en industrie à 30. Donc, si vous considérez qu'on est 92 normalement, on en a 30 et on a une vingtaine d'étudiants par année à filière internat et puis le reste en officine. Donc, il y a quand même une majorité d'officines. Oui, mais parce qu'en fait, on a limité en industrie parce qu'en fait, ça avait basculé. Ouais, Du coup, ça avait basculé. L'industrie était montée à des effectifs de 48. C'était quand ça? Ça a été il y a jusqu'à 3-4 ans. D'accord, ok. Parce qu'à Paris, c'est démentiel, hein. Il y a 30 personnes en officine sur des promos de 250 étudiants, quoi. Tout le monde fait à Châtenay en tout cas, je sais pas pour Mais Descartes. c'était ce qui se passait. On était arrivé à peine 30 en officine. Et maintenant, en donnant ce... Alors, est-ce qu'on a le droit pour l'instant? Je ne sais pas si on a le droit, mais bon, visiblement, il n'y a pas eu de plainte. Mais pour l'instant, donc, les responsables de filière industrie ont limité à 30, donc ça a permis de remonter à 48. D'accord. Ouais. Après, il y a aussi beaucoup d'industries qui repassent en officine. Donc là, en tout cas, ces derniers temps. Moi, c'est ce que j'ai beaucoup observé. Pendant le... Mais qui, à la fin de leurs études, qui repassent en officine après 1 an, 2 ans en industrie. Non, on n'a jamais... c'est pas quelque chose qu'on observe. Non, c'est plutôt... Pas ici, mais... C'est ceux qui ratent la filière internat qui chaque fois demandent des dérogations, mais bon, on ne leur accorde pas, il faut qu'ils refassent... Non, voilà, donc... Non, je dirais non, on n'a pas ce basculement. Alors, que des gens, là, en tout cas, aient validé le diplôme de pharmacien, aient fait leur carrière en pharmacie et reviennent, oui, ça ok. Parce que sur Lyon et région parisienne, il y a beaucoup, dans mon entourage en tout cas, je vois beaucoup de jeunes diplômés qui reviennent en officine assez rapidement. Au bout d'1 an en industrie, voire même pas. Ah oui, mais ça on l'observe. Ça, on l'observe, mais pas pendant le cursus. Ah oui, non, pas pendant le cursus, c'est plus après. Non, c'est après. après. Oui, ça, on l'observe. On l'observe pourquoi? Parce qu'en fait, déjà, premièrement, je pense que la perspective, des fois, d'être adjoint, n'est pas, dans certaines pharmacies, c'est pas forcément quelque chose qui les réjouit. Et je pense qu'ils gagnent énormément de maturité en étant dans l'industrie et en ayant vu comment manager une équipe, etc. Parce qu'il faut bien voir que, moi, ce que je dis aux étudiants, quand vous allez être adjoint dans une officine ou responsable d'une officine, c'est beaucoup un aspect administratif, c'est aussi un aspect managérial. Et même si on leur donne des cours de communication, etc., quand je discutais encore hier avec des étudiants, ils me disent ce qu'ils voient en communication. Moi, j'avais à dire, je peux leur donner inculquer les mêmes choses en 2 heures. Je pense que le fait d'aller dans l'industrie, de se confronter à des échéances, à des protocoles, etc., fait qu'ils sont, je pense, dans la réalité, ils reviennent plus facilement dans l'officine. Complètement. D'accord. Et j'aimerais revenir sur quelque chose qu'on a dit, dont on a parlé un petit peu en off tout à l'heure. Vous me disiez, on parlait de l'officine et vous me disiez que beaucoup d'étudiants exercent en auto-entrepreneur, en officine, et que la situation était assez compliquée. Donc, j'aimerais qu'on parle de ça. Oui, alors donc en fait c'est la première année en fait où les professionnels nous ont conviés à une visioconférence. Malheureusement j'étais en conférence en Autriche, donc j'ai mis mes notes, j'ai envoyé toutes mes propos en fait, sur lesquels je voulais discuter. Alors il y a 2 choses qui se passent. En fait, on a augmenté de 30 à 48 le nombre de personnes qui choisissent et qui sortent de la filière officine. Et on s'aperçoit que sur 48, cette année, seulement 24 ont accepté des postes en CDI des officines. Alors, l'ordre des pharmaciens ne comprenait pas cette situation. Et j'ai enquêté de mon côté pour savoir quelles étaient les motivations. Et les motivations des étudiants
sont dans l'air du temps. Il faut bien voir que les étudiants de pharmacie sont comme les ingénieurs, sont comme les médecins, comme beaucoup de professions. Ils sont intéressés par l'auto-entrepreneuriat. En fait, ça touchait les artisans, etc. Mais maintenant, ça rentre dans les professions, dans les diplômés, ingénieurs, etc. Donc, ils préfèrent, la moitié se sont mis auto-entrepreneurs et donc travaillent sur des missions qui peuvent être une officine qui demande la vaccination, qui peuvent être un mois pour remplacement de congé, etc. Et ils visent, de façon judicieuse, les zones rurales où il y a plus de tension. Et donc, ils peuvent prétendre à des salaires très importants qui leur permettent d'avoir un confort de vie. Il faut bien voir que les gens maintenant considèrent que ce n'est pas uniquement les salaires qui sont intéressants, mais c'est aussi le confort de vie. Et ils s'aperçoivent que en travaillant beaucoup moins, ils peuvent avoir les mêmes salaires que la personne qui va prendre un CDI. Alors moi, ce que je pense que la profession doit réagir, c'est ce que la profession remettait un peu en cause en disant il y a eu la réforme des études, etc. C'est ce qui a... Non, la réforme des études a été faite en première année, mais en fait, nous avons adapté notre enseignement pour toujours avoir la même exigence au niveau professionnel. C'est-à-dire que nos étudiants, on leur demande les mêmes exigences qu'avant. On a renforcé les enseignements en chimie, en sciences fondamentales en deuxième année, et on a toujours les mêmes exigences au niveau du CSP, au niveau des commentaires d'ordonnance, etc., puisqu'on s'aperçoit qu'on les bloque. Donc, ce n'est pas la formation qui a à remettre en cause, je pense que c'est la rémunération. Je pense que la rémunération des étudiants de pharmacie, quand ils sortent en sixième année, doit être revalorisée de façon substantielle pour que les étudiants acceptent des postes CDI. Si les étudiants se mettent auto-entrepreneurs, ça veut dire qu'ils sont prêts à sacrifier une partie de leur salaire, mais les salaires sont plus élevés, et avoir un choix de vie intéressant. Alors, ça, c'est l'expérience en tant que doyen, et je suis aussi premier adjoint dans une commune. Et j'ai porté un projet, on est le premier centre de santé communal de Côte d'Or qu'on a réalisé. On a ouvert au mois de juin. Et donc, en salariant des médecins. Et aucun problème pour recruter les médecins. En 15 jours, on avait 2 jeunes médecins qui ont accepté le projet et qui ont permis l'ouverture du cabinet. Donc, il faut bien voir que les jeunes préfèrent travailler 39 heures, gagner peut-être un peu moins, mais avoir un confort de vie. Oui. Et je pense que soit l'attractivité se fait par des salaires relevés de façon substantielle, ou les étudiants accepteront d'avoir peut-être le même salaire équivalent, mais de travailler uniquement 5 jours par mois ou un mois sur 2, etc. Et donc, ça, c'est une nouvelle donne. Et je pense que la pandémie a fait que beaucoup de personnes se sont remises en question, ont regardé l'avenir de façon autrement et se sont dit, voilà, peut-être que j'ai une profession, et comme la profession est sous tension, eh ben, je peux exiger des choses. Et c'est la réalité. Après, donc là, vous avez parlé de l'enjeu financier, du confort de vie, mais je trouve qu'il n'y a pas que ça, il y a aussi l'enjeu de formation. Quand on est en auto-entrepreneuriat ou qu'on exerce par exemple en CDD, ça va permettre, en plus en zone rurale, comme vous dites, en zone tendue, ça va permettre d'avoir aussi plus de responsabilités, de voir plus de choses et de gagner en compétences. Donc ça, je trouve que c'est un point qui est très valorisant pour les jeunes diplômés. Après, c'est vrai, comme vous l'avez dit, nous, on attache beaucoup d'importance, notre génération, à la qualité de vie. Mais je pense que c'est aussi... Je vais vous rejoindre, parce qu'en fait, les ingénieurs l'ont fait avant vous, les pharmaciens, parce que les ingénieurs étaient employés par des sociétés qui faisaient du consulting, et en fait, je dirais l'intérim, c'est intérim, on va dire, c'est à un niveau plus faible, donc ils disaient du consulting. En fait, ils étaient employés par des sociétés,
ces sociétés les envoyaient dans des entreprises régler des problèmes qui peuvent être à la production, à la recherche, etc., sur des contrats qui étaient de 6 mois, 1 an, etc., dans ces sociétés. Et cette accumulation d'expérience, comme vous le dites, leur permettait après de prétendre à des postes bien plus importants dans la dernière société en fait qu'ils avaient pu côtoyer. Donc je rejoins tout à fait votre position. Les étudiants, en faisant différentes officines, vont apprendre différentes méthodes de travail et vont pouvoir être sensibilisés et avoir leur propre vécu et expérience professionnelle. Ça, je suis d'accord. Et ça, je pense que c'est vraiment important. Et je pense aussi qu'au final, la qualité de vie, c'est un point qui est important parce que ça va faire, je pense, de nous des meilleurs professionnels. Parce qu'on arrive au travail, on a le cerveau oxygéné, on est bien dans notre tête, bien dans nos baskets. Et donc, je pense que c'est ça aussi. Il y a peut-être un choc générationnel. Mais en tout cas, le marché du travail, il est en train de changer, on ne peut pas le nier. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de modes d'exercice comme ça, l'auto-entrepreneuriat, les CDD. Et comme vous le dites, c'était pas là en pharmacie, mais ça arrive. Et moi, je pense que c'est pas forcément une mauvaise chose. Et que ça peut donner justement des meilleurs professionnels sur le long terme. Alors, pour revenir au cas de deux médecins, parce que je les vois cet après-midi, je peux vous dire qu'elles sont épanouies. Ouais, voilà. Et qu'elles sont, elles font même plus que 39 heures. Ouais, oui. Parce que elles vont, mais elles sont déjà premièrement dans un milieu où on va leur donner toutes les possibilités. Elles n'ont pas à s'occuper, elles ont une secrétaire, une assistante médicale, elles ont une coordinatrice de santé. Elles peuvent se former, etc. Donc en fait, il faut bien voir que l'aspect formation est important. Oui, oui, oui. Et je dirais que malheureusement, quand la personne va dans la vie active, à part si elle est dans une officine à Dijon, tous les diplômes universitaires qu'on présente, ben c'est un sacrifice. Quand vous êtes à 100 km, c'est un sacrifice. Et donc, la personne ne va plus être formée. Oui. Et j'ai tout à fait conscience que malheureusement, même s'il y a des enseignements qui sont en e-learning, ce n'est pas la même chose. Et puis, ils vont être accaparés par justement des fois le travail qui va être énorme dans une officine qui va être tendue parce qu'il manque de recrutement, parce qu'il manque de préparateurs, etc. Et donc, le choix... Alors, il faut bien voir que cette perspective qui est ouverte, en fait maintenant c'est la facilité de démissionner, la facilité d'embauche. Ben, cette ouverture du marché du travail fait que, en fait, tout devient possible. Et cette possibilité, bah, si vos parents ou vos grands-parents vous racontent, c'était une possibilité qui était dans les années 50, 60, 70, ce qu'on appelait les 30 glorieuses, où en fait, il y avait la possibilité d'avoir du travail partout. Et c'est ce qu'actuellement, c'est-à-dire qu'il faut bien voir qu'il y a plein d'officines qui demandent des titulaires ou des adjoints, etc. Donc, l'offre d'emploi est pléthorique maintenant, et donc c'est tout à fait normal que les étudiants réfléchissent, fassent le choix un peu de est-ce que je peux dire intérim ou entrepreneuriat ou ce qu'ils veulent, mais bon, pour moi c'est un choix judicieux. Oui. Après, moi ce que je dis aux professionnels, mais bon, je pense que ça peut être... Mais ce que j'avais écrit n'a pas été pris dans le compte rendu. Bon, ça ne gêne pas, mais bon, les professionnels peuvent l'entendre autrement. Ils peuvent dire oui, on ne les forme pas bien, etc. L'université, ça vient de l'université. Non, c'est pas l'université. L'université, on ne leur a pas dit de faire entrepreneuriat. Jamais. Jamais on leur a dit. Maintenant, les étudiants, comme il y a déjà des premières promotions qui font ça... Bah oui, c'est ça, ça se passe le mot entre nous. Hein. Bah oui. Complètement. Oui, moi je sais que par les associations étudiantes, vous vous retrouvez, quand je fais le gala des étudiants, je vois des anciens, ils échangent. Bah oui, c'est ça. Il faut pas... Après, c'est humain aussi de chercher la meilleure opportunité. Après, comme je vous dis, je pense pas que ça fasse de nous de moins bons professionnels. Après, ça dépend. Mais moi, je trouve que... Non, ça ne fera pas des mauvais professionnels. Ça fera des professionnels qui auront une expérience et qui auront envie peut-être de modifier les choses. Oui, complètement. Et je trouve qu'il y a une envie quand même dans notre génération. Il y a vraiment une envie, comme vous dites, pour nous, la formation, c'est important. Et on n'a pas envie d'être dans une pharmacie où on n'aura pas la possibilité d'apprendre, quoi. On est quand même avare d'apprentissage, de formation. Donc il n'y a pas que des mauvais côtés. Je pense qu'il faut juste engager un dialogue. Je dis qu'il n'y a pas aucun mauvais côté. Oui. Je dis que c'est que les professionnels... Alors, pour répondre aussi à ce sentiment,
il y a un collègue, comme on est à l'UFR de sciences de santé, il y a un collègue médecin qui est venu hier, après une réunion, en me disant, voilà, en médecine, il n'y a plus d'internes qui veulent faire biologie. Il faut qu'on augmente notre capacité d'accueil d'internes en biologie et en Ah, pharmacie. mais il y en a plein, ils veulent tous faire biologie, ceux qui font l'internat. En tout cas, Pharmacie, oui, et pas médecine. Oui, médecine, pharmacie, pardon. Oui. Et donc en médecine, il y a Ah, ils plus veulent personne. plus, Et ok. à Lyon, il y a la pénurie aussi. Donc, bah, je dis, non, si en biologie, parce que je dis en biologie, c'était au concours, je dirais, c'était dans les positions médianes. Je dirais, alors, je dis, en urgence, comme urgence, c'était dans les dernières positions, je dis, bah dis, non, cette année en urgence, comme ils ont augmenté les rémunérations, Ah bah oui, ils ont fait le plein. ouais. Donc, la situation est, je dirais aux professionnels de la pharmacie, Mm. si vous augmentez la Ouais. rémunération des adjoints ou de vos pharmaciens que vous allez recruter, il n'y aura pas de problème. Mais oui, complètement, parce qu'après, Voilà. c'est quand même des métiers qui demandent un sacré investissement, donc c'est normal qu'on veuille aussi, parce que ça permet d'avoir une qualité de vie, en fait, ça permet de contrebalancer le fait que ce soit pas toujours facile, il faut bien qu'il y ait une contrepartie. Parce Donc, qu'il faut bien voir aussi pour les professionnels dans les officines, c'est que comme on fait le DOST, comme les étudiants pourront faire une licence professionnelle, comme ils pourront par dossier rentrer dans les unités de pharmacie, ça veut dire que c'est autant de préparateurs qui risquent de... Parce que ce sont les préparateurs, beaucoup seront maintenant des bacheliers qui auront des connaissances avec des étudiants qui sont en pharmacie voilà. ou qui ont fait des LAS, etc. Donc, il faut qu'ils s'attendent aussi qu'il y a un marché plus restreint de préparateurs disponibles. Et je pense que la profession, il va falloir qu'ils augmentent. Ouais, mais par contre, ce qui est compliqué sur cet aspect de rémunération, c'est que malgré tout, il faut quand même pas oublier que les marges sur les médicaments sont de plus en plus diminuées, donc c'est difficile aussi, quoi. En tout cas, quand on écoute les titulaires, ça a l'air compliqué, quoi. Après, avec la crise, non. Avec l'épisode Avec la Covid, crise, non. voilà. Non, Mais je est-ce dirais que ça que va les être... vaccinations... Oui, c'est ça. Mais est-ce que ça va être périn? C'est ça. Je pense qu'il y a cette inquiétude de se dire, là, ils ont les moyens d'augmenter les rémunérations, mais... L'aspect vaccination, je pense que le Covid va être pérenne. Ouais, Je pense même si... on verra. Voilà. Mais je peux comprendre aussi leur position. C'est... Non, Voilà. mais vous savez, la position qui est dans les officines, c'est la même position que vous entendiez vers mon épouse travaille à la Chambre des métiers, qu'avaient les artisans. Le boulanger disait, ben oui, Oui. mais bon, Ouais. mais maintenant, j'ai rencontré un plombier récemment, il m'a dit, maintenant, bah, de toute façon, on essaie de débaucher les plombiers des autres en leur offrant plus. Et c'est ce qui s'est passé dans les 30 glorieuses, c'est-à-dire que les entreprises qui étaient pas en difficulté, les entreprises qui étaient florissantes, débauchaient les meilleurs ouvriers, les meilleurs pharmaciens des autres officines. Bah, c'est ce qui se passe. Ce qui Parce va se passer. en fait, en réalité, moi, ce que j'observe, c'est que les pharmacies qui payent, elles n'ont pas de mal à recruter. Hein. Voilà. Il n'y a aucun problème de recrutement. Voilà. Donc, c'est vrai. Nous, je dirais pourquoi c'est un centre de santé communal et c'est donc, ils sont rémunérés par la commune. On n'a pas eu de problème d'en recruter parce qu'on les recrute parce qu'ils gagnent plus qu'en maison de santé et plus qu'à l'hôpital. Et on y arrive. Bah oui, on arrive à être à l'équilibre. Donc ça veut dire que le système économique peut fonctionner. Alors, moi, je veux bien entendre qu'il y a eu des faillites de pharmaciens à une certaine époque. Mais la pandémie a changé beaucoup les choses. Les missions du pharmacien ont évolué. Oui, donc maintenant, il va pouvoir renouveler les ordonnances, il va pouvoir vacciner, il va pouvoir même faire du diagnostic. Oula, attention sur ça. Je pense sujet sensible. Non, mais il faut voir. Moi, je dirais, je vais au Japon, je vais aux États-Unis. On en fait déjà un petit peu en réalité. Hein. On en fait déjà un petit peu. Je dirais, j'étais l'année dernière au Salon des maires. Je peux vous dire qu'il y avait plein de cabines qui étaient disponibles à la vente. De cabines de téléconsultation ? Oui. Ah oui, pour les pharmaciens, parce que c'est vrai que c'est nouveau maintenant, oui, c'est vrai. Oui, mais c'est vrai. Ça arrive. Oui. Je peux vous dire que... C'était où ça, du coup ? À Paris-Versailles. Ok. C'est le salon des maires. En fait, moi, je pensais que c'était que politique, mais en fait, il y a tout ce qu'il faut pour les mairies. Et en fait, les mairies peuvent investir aussi dans le... Ok, je savais pas. Oui, et donc c'est pour ça, c'est à voir. Et j'étais surpris. Parce que moi, j'en parle aux étudiants
depuis que j'étais en postdoc dans les années 90, je dis, il y aura ça dans les pharmacies. Oui. Parce que les pharmacies aux États-Unis, ils ont ça. Les cabines, ça existait depuis 90. Non, mais c'est clairement, pour moi, l'officine, c'est the place to be actuellement, pour un étudiant en pharma. Mais bon, oui, mais ça, si on veut, voilà, oh, moi, je leur dis, parce que quand on en parle des fois comme ça, la discussion, mais moi, je dis, voilà, c'est aux professionnels de leur montrer l'intérêt du métier. Oui, complètement. Et moi, je pense que, voilà, si le stage de deuxième année n'est pas enrichissant, si... ouais, ça peut couper l'herbe sous le pied directement, quoi, dès le début. Voilà, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Après, il faut vouloir aller chercher par soi-même, mais bon, voilà, ouais, non, ce serait mieux que ce soit... Le responsable d'un stage, quand je prends un jeune en stage, c'est pour lui faire... je suis motivé parce que je veux lui faire apprendre, partager la richesse de ce que je fais. Si vous ne faites pas ça, c'est pas la peine de prendre le stagiaire. Oui, voilà. Je suis d'accord. Ok, bah merci beaucoup pour cet entretien très, très enrichissant. Est-ce que vous auriez un conseil à donner à nos étudiants ? Le conseil que je peux donner aux étudiants, c'est qu'il faut vraiment, la deuxième année et la troisième année, ce sont des années difficiles. Et je dis, n'hésitez pas à faire appel au tutorat, parce qu'on a mis en place des tutorats, et ils les utilisent très peu. Il faut s'accrocher, parce qu'en fait, il y a des notions de base qu'il faut avoir. Et après, je dirais, travailler dans l'été, en officine, pour vous rendre compte du métier, pour déjà apprendre les médicaments, comprendre, etc. C'est un mécanisme. Pour voir aussi les contre-indications, etc. Donc, si vous allez de vous-même, sans attendre que les enseignants signent la convention avec un tel et un tel, si vous travaillez déjà dans les officines, vous allez c'est un plus pour votre formation. Complètement. Et aussi pour vos examens. D'accord ? Complètement. N'attendez pas de l'enseignement que vous allez voir toutes les ordonnances possibles avant le jour de l'examen. Donc, moi je dis, profitez des tutorats qui vous sont faits en deuxième, troisième année pour les matières, parce que vous venez de l'AS, vous venez de PASS, et la PASS maintenant c'est commun à médecine, donc c'est moins, vous avez moins de biophysique, moins de chimie, etc. Donc ces disciplines, vous pouvez être accompagné. Donc, utilisez l'accompagnement. Souvent, ils ont fait appel, moi je suis contre, mais ils ont fait appel à des sociétés privées. Quand je vois le prix, ils peuvent continuer pour les 2-3e année. Ouais. Ça peut être moins cher, mais bon, je dirais, voilà, il faut qu'ils s'accrochent, ne décrochent pas. On a malheureusement des études, c'est pareil, c'est nouveau. On a des étudiants qui font des césures. Ils font des césures en milieu d'année. Je leur dis, ne faites pas une césure en milieu d'année. Validez votre année, vous validez un certain nombre d'UE et faites votre césure en septembre. Et je pense qu'il faut la faire aussi à un moment stratégique. Si c'est trop tôt dans les études, trop tôt dans les études, ils ne reviennent pas. Donc, ouais, voilà, en fait, on a des abandons. Et cette année, on a 3 abandons en deuxième année. Plus des passerelles, des abandons de passerelles. 3 abandons de passerelles. Donc, ce que je veux dire, n'abandonnez pas, accrochez-vous, faites appel à tout ce qui est mis en place dans les universités. Nous, on a des tutorats avec les associations étudiantes aident énormément. Moi, je les remercie, les associations étudiantes, parce qu'elles font un job nécessaire. On peut être bon enseignant, on peut faire tout ce qu'on veut, mais il y a des étudiants qui, malheureusement, ont des fois des problèmes personnels, familiaux, etc., ou financiers, etc. Et les associations peuvent le faire. Moi, je leur ouvre tout le temps le bureau, je leur dis, vous avez n'importe quel problème, venez vers moi. Quand on essaie de régler, on peut aller vers une assistante sociale, etc. Mais c'est important. Mais malheureusement, ils ne franchissent pas tout le temps. C'est souvent, ce qu'on voit malheureusement, c'est souvent les parents qui viennent. Et ça je dis, ils sont majeurs, c'est pas les parents. Complètement. Ça, alors là, on est contre. Ouais. Mais moi aussi, j'ai toujours... Pareil, les parents qui viennent pour demander des stages pour leurs enfants, mais pour moi, c'est d'office non. Enfin, si j'étais maître de stage, je me dirais, bah non, c'est l'enfant qui doit être volontaire. C'est que les parents m'ont téléphoné au début août, alors que j'étais en randonnée en Suisse, en montagne, pour me demander qu'ils n'avaient pas eu le stage qu'ils voulaient à l'hôpital. Oh non. Je dirais, mais c'est la première année qu'on voit ça.
Et ça, c'est, je dirais, ne comptez pas sur vos parents, on les écoutera Complètement, pas. mais oui. Ça, Mais c'est un autre message. on est responsable, Vous êtes voilà. responsable, vous êtes majeur, Voilà. vous avez On a choisi de faire ses études normalement. Vous avez choisi ces études. Moi, je leur dis, si vous n'avez pas choisi ces études, parce qu'il y en a qui sont peut-être qui voulaient faire médecine, je dis, il faut que vous soyez les meilleurs de la promo pour pouvoir passer avec votre dossier. Voilà. Ouais. Mm. Mais voilà, il faut éviter l'abandon. Les césures, je ne suis pas contre les césures. Les césures, ça se pratique énormément dans les pays anglo-saxons. En Allemagne, les gens font une césure, c'est plus qu'un an, ils peuvent avoir 2-3 ans. Ils deviennent plus matures. Mais il faut que ce ne soit pas en milieu d'année. Ouais, pas en milieu d'année. Il faut que vous ayez validé, moi je dirais, à la fin du premier cycle. Voilà. Ouais. Je pense à un moment stratégique. Moi, à mon avis, je dirais pas avant la 4e année. Hein. Pas avant la 4e, pas avant année CSP. finie. Voilà, 4e année finie. Moi, je dirais stratégiquement. Je dirais, voilà, le CSP passé, voilà, vous avez déjà ça. Après, vous faites une césure, bien sûr. Parce que nous, la 5e année, la 6e année, la 5e année, c'est que des stages. Après, moi, j'étais en filière industrie de base. Et la 5e année, c'est que des stages, en fait. Et après, 6e année, le master. Donc, avant ça, je pense qu'il faut pas... Parce que, voilà, de la 2 à la 4, c'est beaucoup de théorique. Donc, je pense qu'il faut passer la partie théorique parce que c'est ce qu'il y a le plus dur, en fait. C'est ce que je pense. C'est ce qu'il y a le plus difficile. Et malheureusement, quand les jeunes viennent dans mon bureau pour demander une césure, je leur dis, mais je ne peux pas leur refuser. Parce que, je dirais, à la rigueur, alors il y en a qui font des césures pour aller en Espagne faire dentiste, en odontologie, ou je sais pas. Allez-y, hein. Vous êtes surpris. Après, ça peut être un choix personnel de réorientation, et ça, j'accepte. Après, voilà, comme vous dites, on ne peut pas non plus aller contre. Voilà, on ne peut pas aller contre. Donc, mais on peut prévenir, en tout cas. De toute manière, j'essaye de leur donner un conseil, parce que, bon, j'ai un sentiment, j'ai un vécu, etc., donc je peux leur donner. Mais après, la personne, si elle se sent mieux, il vaut mieux qu'elle fasse une césure. Et si j'ai un message à dire, n'abandonnez pas, accrochez-vous les 2, 3e années jusqu'à la 4e année au CSP. Si vous voulez faire des césures, si vous allez à l'étranger, aussi c'est bien d'aller à l'étranger, n'hésitez pas. Mais bon, laissez passer, c'est quand même 2, 3, 4e année, début de 4e année. Voilà. Ok, super. Merci beaucoup. Merci de votre entretien et j'espère que ça fera réfléchir les étudiants et les motivera. Ouais, moi aussi. Moi aussi.